Bon, moi je vais rebondir aussi un petit peu avec tout ce qui a pu être dit. D'abord, nous, les services de santé étudiante, on est quand même des services orientés à la fois soins et prévention, puisque maintenant on peut être centre de santé, et moi il se trouve que mon service, on est centre de santé, mais on a effectivement une approche qui est plutôt une approche de confort de vie qu'une approche de prescripteur de soins. Et on prend la santé des étudiants de façon extrêmement globale, sans faire effectivement de distinction entre le soin et la prévention. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui sur la santé des étudiants? Quel est le facteur primordial qui fait que l'étudiant il est en bonne santé ou pas? C'est pas uniquement l'accès aux soins. C'est quand même avant tout ce qui fait sa qualité de vie, c'est-à-dire ses ressources financières, son logement, sa capacité à pouvoir nouer du lien social avec ses pairs. Et c'est ça aujourd'hui qui nous pose le plus de problèmes. Et ça a été aussi renforcé par la période Covid, notamment sur la question du lien social. Mais pas que. La précarité financière, c'est quelque chose qui plombe aujourd'hui la santé mentale des étudiants. Et nous, quand on travaille sur la santé des étudiants, on est, in fine, de fait, obligé de travailler avec l'ensemble des acteurs du territoire, et notamment les collectivités locales, et notamment d'autres acteurs, parce que qu'est-ce qu'on travaille avec eux? On va travailler l'accès au sport santé, par exemple. Nous, on a un énorme programme sport santé. Ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est quand même l'accès aux équipements sportifs. Qui construit les équipements sportifs? Qui s'occupe des mobilités dans la ville? On a parlé effectivement des bancs, Jérôme Gage a parlé des bancs pour les personnes âgées, mais la question des mobilités, elle se pose aussi. La question de l'urbanisme. Moi, aujourd'hui, par exemple, on me demande de travailler sur la création d'un centre de santé sur le campus Condorcet. On a créé un superbe campus dans le 93, aux portes de Paris, avec des locaux pour un équipement médico-social. Personne ne veut le financer, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'il n'y a aucun équipement sportif de prévu sur ce campus. On va faire la même chose avec l'hôpital Grand Nord à Aubervilliers pour la fac de santé, où il n'y a aucun équipement sportif de prévu. Pour l'instant, on dit on ira voir avec la ville de Saint-Ouen s'ils peuvent nous prêter des équipements sportifs. Mais la ville de Saint-Ouen, ces équipements sportifs, moi je les connais, j'ai été séquoienne indonésienne pendant un certain temps, ils sont déjà largement surchargés par les écoles, par la population, etc. Donc à un moment donné, quand on se préoccupe de santé, si on n'a pas cette vision un peu globale de l'ensemble des acteurs, et ce ne sont pas les professionnels de santé qui sont les premiers déterminants, on l'a dit, mais c'est bien effectivement toutes les autres actions, on se plante et on arrive à des situations où on n'arrive pas à trouver des financements pour la prévention, mais en fait la prévention, elle est effectivement pour le coup dans ce qui va structurer la cité. Et c'est pour moi une question éminemment politique, mais au sens où effectivement c'est ce qui va structurer la cité, c'est ce qui va déterminer les besoins de la population du secteur, qui effectivement ne seront pas les mêmes au nord et au sud, à l'est et à l'ouest, mais en même temps il y a quand même des choses qui sont structurantes dans l'urbanisation, dans des décisions qui vont avoir une influence sur la santé. Alors ensuite, après, sur la question de la prévention et de nos services de santé. Mais aujourd'hui, qui finance les services de santé étudiante, à votre avis? Mais moi, je vais vous le dire, ce sont les étudiants. Ce sont les étudiants, parce que nos services, ils sont financés via la cotisation vie étudiante et de campus. Parce que tous les autres, ça a été, je m'en lave les mains. C'est-à-dire que les universités, avec l'autonomie des budgets des universités, on leur a dit, bah, de toute façon, il faut faire du rabot partout, donc le rabot sur la santé, et les universités, la plupart du temps, se contentent de nous mettre des locaux à disposition. Ils sont bien contents, on est bien contents, on a quand même des locaux, mais bon, avec des locaux qui sont souvent très petits, d'accord? Et puis, des acteurs principaux de la santé, que sont l'assurance maladie et les agences régionales de santé, ils n'interviennent quasiment pas. Pour l'assurance maladie, pour qu'ils interviennent, il faut qu'on soit centre de santé et qu'on rentre dans le cadre qui est quand même très contraint de l'avenant national des centres de santé. Et nous, pour nous, ça nous pose des difficultés, y compris parce que, ne serait-ce qu'en termes d'ouverture, par exemple, les étudiants, il y a des moments, ils ne sont pas sur les campus. Est-ce que ça a de l'intérêt? Ou alors, il faut qu'on voit d'autres populations. Mais dans ce cas-là, on n'est plus simplement dédié aux étudiants. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet. La précarité étudiante, qui est différente de la précarité de la population générale, comment on la prend en compte, comment on facilite l'accès à la santé de ces étudiants?
on ne répond pas. Et sur tous les programmes de prévention, on est financé sur les crédits régionaux, ce qu'on appelle les fonds d'intervention régionale, les fonds FIR de l'ARS. Il faut répondre à des appels à projets. Donc, qui dit appel à projet dit qu'il faut avoir de l'ingénierie pour répondre à de l'appel à projet. Et puis, moi, je vais vous dire comment ça se passe. En 2023, j'ai dû déposer, je ne sais pas, une dizaine d'appels à projets. J'ai eu les réponses au mois de novembre pour l'année 2023. Et on m'a dit gentiment, vous aurez jusqu'à fin janvier pour dépenser vos crédits, dont j'avais connaissance au mois de novembre. Et l'année dernière, comme il y avait les JO, j'ai eu la réponse plus tôt, je l'ai eu au mois d'août. Je m'estime bien heureuse. Donc, à un moment donné, les services, et les services de santé étudiants, moi je suis très atypique sur les services de santé étudiante par rapport au reste de la France, mais ça demande tellement d'énergie d'avoir ces financements-là qu'il y en a beaucoup qui renoncent. Donc, effectivement, comme ils renoncent, eh ben, le truc le plus simple, c'était de prendre de la cotisation dans la poche des étudiants, mais c'est en même temps d'avoir des services qui ont une capacité d'accueil des étudiants qui est relativement restreinte. Et aujourd'hui, bon an, mal an, on accueille à peu près 10% des étudiants. Moi, j'ai un médecin pour 15 000 étudiants à peu près. Hein. Je vais avoir à peu près 170 000 étudiants dans mon panel de SSE. Et j'ai 15... oui, j'ai 11 ETP de médecins. Donc, vous voyez, c'est vraiment, enfin, c'est ça la situation aujourd'hui de nos services. Alors, malgré tout ça, on arrive quand même à développer un certain nombre d'actions. Et alors, sur la prévention, nous, il y a deux sujets sur lesquels, moi, on essaye de vraiment faire des efforts parce que je pense que c'est vraiment très important. C'est la question du sport santé. Moi, aujourd'hui, pour moi, le sport santé, c'est quand même d'abord un des rares domaines en matière de prévention en santé mentale, où on a des baselines, on a des preuves sur le fait que ça marche. Ça marche parce que quand on fait du sport, on gère mieux son stress, on gère mieux l'effort. Je ne parle pas de la sédentarité, je ne parle pas des maladies cardiovasculaires, enfin, on a vraiment beaucoup de choses là-dessus. Et nous, on a un énorme programme là-dessus qui marche quand même très bien, mais qui est très compliqué et qui ne marche que parce qu'on a réussi à mobiliser et les enseignants de l'UFR de STAPS, qui nous fournissent des éducateurs en activité physique adaptée, et la faculté de santé, qui nous fournit de l'évaluation et qui nous aide sur la formation. D'ailleurs, l'année dernière, on a été, je pense, la première fac de France à former tous les internes, tous les étudiants en 6e année à la prescription du sport santé. Et on a également... on leur a fait vivre en fait aussi ce que c'était qu'une activité d'activité physique adaptée et parce qu'on a aussi les services universitaires d'activité physique et sportive, c'est-à-dire les services sportifs qui nous mettent à disposition pratiquement gratuitement des personnels. Et donc, en fait, on fonctionne avec des bouts de chandelle. Mais ça, les bouts de chandelle, à un moment donné, ça ne fait pas une politique de santé, ça ne fait pas une politique de prévention. Et si je vais juste terminer là-dessus, aujourd'hui, effectivement, il y a probablement une réforme structurelle à prévoir. Une réforme structurelle qui pose aussi la question des services publics, parce que la santé, elle est aussi intimement liée aux équipements et aux services publics qui existent sur les territoires, et à l'urbanisation et à l'organisation de la vie de la cité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est à mon avis qui me paraît aussi importante, c'est effectivement l'implication des citoyens, l'implication des étudiants, les pères aidants, les patients experts, etc. Parce que c'est quand même à eux de définir qu'est-ce qu'ils appellent pour eux, qu'est-ce que c'est pour eux une vie en bonne santé et une vie de bonne qualité, et c'est à eux aussi de mettre un peu le curseur. Nous, les professionnels de santé, on est quelque part que des outils à leur disposition, on peut leur donner de la connaissance, on peut leur donner de l'ingénierie, on peut les aider à développer des programmes de santé communautaire, etc., mais on ne fera pas, c'est quand même à eux de nous donner le curseur. Et la troisième chose, c'est effectivement d'avoir des crédits pérennes et une organisation sur du long terme, parce que ça ne peut pas marcher sur des petits bouts comme ça, avec des appels à projets annuels. Ça, c'est du foutage. Voilà. Et la dernière chose, et je terminerai là-dessus, la santé, c'est quand même de l'humain, et avant tout de l'humain. Et si on veut que ça fonctionne, et que ce soit sur la formation des jeunes professionnels de santé que vous êtes, ou des perspectives de formation, je pense, juste par l'exemple des services sanitaires, les services sanitaires, c'est presque, j'ai envie de dire, c'est à la fois une bonne et une mauvaise idée. C'est une bonne idée parce que c'est bien que les étudiants commencent à se mobiliser très tôt sur ces sujets de prévention et sur de l'aller vers, etc. C'est une mauvaise idée si on ne les encadre pas.
Et on a lâché des services sanitaires non encadrés, devant des classes, en collège, etc., alors qu'ils étaient en 3e année de médecine, c'est-à-dire avec des connaissances qui n'étaient quand même pas énormes. On les a mis dans des situations parfois difficiles. Nous, on a repris ça au niveau de ma faculté, et aujourd'hui, c'est nous qui faisons les actions de prévention avec eux. Donc, ils continuent à aller, ils vont faire des actions de prévention, on les fait pour le coup avec leurs pairs dans nos différents campus étudiants, mais on les encadre avec leurs enseignants, on les encadre avec d'autres associations de prévention, on ne les laisse pas tout seuls. Les laisser tout seuls, c'est les laisser aller au casse-pipe, c'est pas faire de la bonne prévention, c'est pas ça la prévention. Donc à un moment donné, la prévention comme le soin, c'est de l'humain, et ça a du temps. Et effectivement, ça pose effectivement la question aussi de la rémunération. Je suis désolée, mais ça pose aussi la question de la rémunération. Et aujourd'hui, dans la rémunération à l'acte, on ne s'en sort pas. Moi, je m'en sors au niveau de mon service uniquement parce que mes professionnels sont salariés et que parce qu'ils sont salariés, j'arrive à jouer, y compris entre les différentes compétences, jouer les compétences entre les différentes professionnels. Nous, on a énormément de délégations de compétences et on a beaucoup de coordination entre professionnels, mais c'est aussi comme ça qu'on fait du bon travail et qu'on est aussi en capacité, pour un patient donné, de lui proposer différentes choses et de le prendre en charge de façon globale et pas uniquement ni du côté du soin, ni spécialement de la prévention. On découpe pas la vie des gens en tranches comme ça. C'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Et effectivement, c'est dommage que nos politiques soient déjà partis, mais il y a vraiment besoin d'une réforme structurelle et d'une réflexion qui soit différente, avec un paradigme différent sur l'approche de la santé.